Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de Monde de Nerd. Alors aujourd'hui on va revenir sur l'origine et la définition d'un des genres populaires les plus récents et aussi les plus mystérieux. On y croise une version fantasmée de Paris ou de Londres en pleine révolution industrielle, mais aussi l'imaginaire de Jules Verne, des voitures volantes faites en cuivre, qui marchent à la vapeur, des magiciens, beaucoup de rivets en fer. C'est le steampunk. Alors bouclez vos ceintures, enfilez vos goggles, parce que là où on va, on n'a pas besoin de rouille. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer, je vous recommande de regarder notre épisode super bien sur les super-héros et la science-fiction, dans lequel on parle déjà des notions de genre qui sera utile ici. On vous glisse d'ailleurs le lien en haut à droite de votre écran pour aller le voir, donc n'hésitez pas. Et maintenant que c'est fait, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que le steampunk. Alors en version courte, on peut dire que le steampunk c'est la science-fiction victorienne, en référence au règne de la reine Victoria en Angleterre, qui s'inscrit dans la veine du rétrofuturisme. Mais ça serait très réducteur et ça avancerait pas beaucoup la définition. Alors on va commencer par un peu de contexte. À l'origine, au début des années 80, ce genre naît sous la forme d'un jeu littéraire quasiment oulipien. Alors, l'Oulipo, ça n'a rien à voir avec les sucettes. L'Oulipo, c'est un groupe fondé au milieu du XXe siècle avec des littéraires, des mathématiciens qui réfléchissaient à leur discipline par le prisme de la difficulté. Comment la contrainte leur permettait d'améliorer leur créativité. On compte parmi les membres de l'Oulipo des gens très connus comme Raymond Queneau, Georges Perec qui a écrit La Disparition, un livre où il n'utilisait jamais la lettre E, ou encore plus récemment Marc Lévy qui écrivait tous ses livres avec un appartement à New York et un fantôme dans l'histoire et une histoire d'amour dont tout le monde se fout. Donc je disais que ce petit jeu littéraire est imaginé par trois amis auteurs de science-fiction, Tim Powers, James Blaylock et K.W. Jeter. Ils voulaient à la fois partager un projet commun, inventer un nouveau genre et se moquer du trop sérieux cyberpunk. Un genre très à la mode à cette époque. Alors le cyberpunk lui-même, c'était un genre très basé sur l'imaginaire technologique, très urbain, avec comme figure de proue l'écrivain américain William Gibson qui a lancé le mouvement au début des années 80. Dans une perspective assez proche de l'anticipation, il s'agissait d'explorer les dérives du monde hyper industrialisé qui se profilait à l'horizon, avec l'informatique, les mondes virtuels, les matrices, l'humanité augmentée, ou encore les mégalopoles tentaculaires. Le suffixe punk évoquait alors une certaine vision politique, une forme de critique sociale qui portait tout le genre et qu'on retrouve aujourd'hui dans des séries comme l'excellente Black Mirror. Même si d'un point de vue littéraire, le genre cyberpunk a presque disparu aujourd'hui. Alors nos trois jeunes auteurs, dans un esprit parodique et ludique, voulaient revenir à l'émerveillement des premières heures de la science-fiction. Celle de l'époque où on croyait encore au mythe moderne du progrès. Un mythe largement entamé par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils ont inventé le steampunk en remplaçant le très moderne cyber, qui renvoyait au monde virtuel, par steam, qui signifie vapeur, et donc nous renvoie immédiatement à la première révolution industrielle des années 1880. Le cyberpunk était un genre pessimiste, qui avait laissé tomber justement l'émerveillement scientifique, le goût pour les récits d'aventure très divertissants, propres à l'esprit pulp du début du XXe siècle. Mais au début des années 80, le film Star Wars et toutes les productions du duo Spielberg-Lucas vont relancer cet esprit, et le steampunk s'inscrit, cette fois du point de vue de la littérature, dans cette lignée d'un retour au sense of wonder, c'est-à-dire à l'émerveillement cher au début du XXe siècle, qui n'avait pas encore connu deux guerres mondiales terribles. Quelle période! Parfois rattaché à la science-fiction, parfois à la fantasy, le genre steampunk, je l'ai dit, se rapproche plus généralement du courant du rétrofuturisme. C'est-à-dire du fait d'imaginer le futur depuis le passé, ou un passé modifié, beaucoup plus avancé que le nôtre. Nous sommes alors sur un mode proche de l'Uchronie, où un petit élément de changer au sein de notre histoire peut en fait en changer toute la course. Et où l'auteur imagine les conséquences sociales de cette bifurcation. Et si les Russes avaient gagné la guerre froide, et si les dinosaures s'étaient pas éteints, et si Zidane n'avait pas donné ce foutu coup de boule. Les fans de la série Sliders reconnaîtront ce genre d'essai, ils connaissent cette logique. Il s'agit, dans le cas du steampunk et du rétrofuturisme au sens large, de prendre un moment de l'histoire et d'imaginer non pas de nouvelles révolutions et nouvelles innovations, mais de pousser les technologies et le fonctionnement social du moment à leur paroxysme, soit en restant à cette époque, soit en allant jusqu'à aujourd'hui, ou plus tard. Donc dans le genre rétrofuturisme, on peut citer par exemple l'excellente série de jeux vidéo Fallout, qui joue avec humour sur ce décalage lié au fait de montrer un futur mais encore bloqué dans les années 60, ou encore le très bon jeu aussi BioShock, qui est dans la même veine et qui appartient à un autre sous-genre qu'on appelle en général le dieselpunk. Pour le genre steampunk, le jeu consiste à imaginer un futur tel qu'il était pensé au moment de la première révolution industrielle, c'est de la machine à vapeur inventée par James Watt. Oui, les watts, ça vient de là. What? What? What?
Il peut s'agir d'imaginer aussi une fin du 19e siècle où les technologies issues de la machine à vapeur avec ses rouages complexes, ses rivets cuivrés permettent des avancées très importantes et quasiment magiques pour l'époque. Souvent, le steampunk met en scène un paysage très urbain, le Londres victorien, Paris au moment de la construction de la Tour Eiffel, mais aussi parfois d'autres lieux, comme l'Ouest américain dans la série qui anticipe le steampunk, Les Mystères de l'Ouest. Une évocation typique du steampunk serait alors d'imaginer une voiture volante conduite par un automate en cuivre survolant une tour Eiffel encore inachevée. Les romans de Jules Verne en sont une très grande inspiration, ainsi que tout l'imaginaire des pulps, ces magazines de fiction populaire au début du XXe siècle. Oui, je sais, je suis un peu obsessionnel avec les pulps, ça se voit, bon, tant pis. Les robots géants fonctionnant à la vapeur, ils croisent alors des combats à coups de rayons mortels menés par des gentlemen en redingote, des savants fous crient « It's alive !» et des femmes encorsées habitent un Londres hanté par Jack l'Éventreur en 1888. La récente série Penny Dreadful, qui tire justement son nom des publications d'horreur populaires en Angleterre, rend très bien cette ambiance esthétique. Ça crée vraiment une vision très particulière, très visuelle, même si née dans un cadre littéraire et jouant avec l'histoire avec un grand H. Et ça joue aussi beaucoup avec les références visuelles de cette époque, qui a vu naître toute une culture populaire industrielle moderne. Le fait que les créateurs de ce genre, qui est né dans les années 80, aient choisi cette époque, l'époque victorienne, est donc liée aux changements sociaux et techniques qu'elle a connus, mais aussi à l'émergence d'une fiction de genre très populaire. Les deux sont liés, car c'est l'énorme boom économique et technique qui a permis la naissance des médias de masse, comme la radio, l'imprimerie moderne et plus tard la télévision. Et puis l'arrivée d'un nouveau public pour la culture. Les inventeurs du steampunk, du coup, voulaient revenir à l'esprit des premiers temps de la science-fiction, tout en incluant dans cet esprit un mélange de références fictionnelles propres au fourmillement plus contemporain. Ils se sont alors lancé le défi de codifier ce nouveau genre très méta, c'est-à-dire très conscient de jouer avec les codes fictionnels plutôt que de raconter une histoire réelle. Ils ont relevé ce défi en publiant 3 romans fondateurs, publiés quasiment au même moment. Je vous recommande d'ailleurs mon préféré, Les Voix d'Anubis de Tim Powers. La particularité du genre steampunk est donc d'être un mélange hétérogène de science-fiction, avec une grande importance accordée à une innovation technologique et à ses conséquences futuristes, de fantasy urbaine, on y trouve souvent des éléments de magie, des éléments issus du folklore urbain, et puis de fantastique, on y croise des sciences occultes, du spiritisme cher à Sir Arthur Conan Doyle. Le succès littéraire des 3 fondateurs va être immense et entraîner avec lui tout un mouvement très vaste qui va largement les dépasser. Ironiquement d'ailleurs, l'écrivain le plus représentatif du genre cyberpunk, William Gibson, dont on a parlé tout à l'heure, parodie à ses débuts, a même coécrit un roman steampunk avec Bruce Sterling qui s'appelle La Machine à différence. Dans ce roman, un ordinateur est inventé au milieu du 19e siècle, ce qui entraîne bien sûr des bouleversements énormes dans la société de l'époque. En bref, ce genre réunit le fantasme d'une époque où l'on croyait encore au progrès, tandis que les désillusions de notre modernité poussent parfois à une forme de nostalgie de cet âge d'or totalement idéalisé. Parce qu'en vrai, bonjour l'espérance de vie, à 45 ans on mourrait tous, bonjour la vie ouvrière déshumanisante, bonjour le traitement des femmes, etc. En vrai, plus que l'époque elle-même et une recherche de vérité historique, c'est l'imaginaire et l'esthétique issus de la culture populaire de cette époque qu'on retrouve largement recyclé, fantasmé, fétichisé même, pour devenir une véritable culture, avec ses codes, avec ses adeptes, avec sa communauté très présente sur internet. Le steampunk doit donc beaucoup au siècle victorien, mais de la même manière que Game of Thrones doit beaucoup au Moyen-Âge. C'est ça qui rend le steampunk différent des genres plus anciens comme la science-fiction et la fantasy. Comme tous les genres, science-fiction et fantasy sont des catégories cumulatives, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé les bases et qu'on a une première définition collective acceptée, chaque œuvre qui est ajoutée à ce répertoire le change un peu et le redéfinit un peu. Un genre, c'est une histoire. Le steampunk, lui, est beaucoup plus récent, et s'il conserve une partie de cette approche, il s'approprie des œuvres et l'époque qui leur a donné naissance de manière métatextuelle. Pour le dire avec des mots plus simples, parce que je sens que j'en ai perdu un ou deux là, c'est pas grave, plutôt que de faire référence plus ou moins consciemment aux œuvres passées appartenant au genre, il s'agit d'intégrer dans les univers des œuvres liées à l'époque à laquelle on fait référence. Bon ok, c'est toujours pas clair. Prenons un exemple. Par exemple, ce que fait Alan Moore dans son chef-d'œuvre du comic book, Steampunk, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Les héros de ce comics ne sont autres que Dorian Gray, le personnage d'Oscar Wilde, le capitaine Nemo, issu de l'œuvre de Jules Verne, ou encore Alan Quatermain, l'aventurier type créé par Henry Haggard. Alan Moore fait plus que rendre hommage à la production culturelle de la fin du 19e siècle. Il la rend canon, il la rend réelle dans son univers. C'est ça être méta. Et même si tous ne le font pas à ce point, cette idée de mélange entre fiction de l'époque, réalité de l'époque, est très présent dans le steampunk. Si au fond toute fiction est un commentaire des fictions précédentes, dans le cas du steampunk, ça fait partie de son ADN. Sans que ce soit toujours aussi appuyé que dans le cas d'Alan Moore, l'intégration de la fiction et le commentaire sur la fiction sont une constante d'un genre qui est né beaucoup trop tard pour être totalement neuf. Du coup, on peut dire que H.G. Wells et Jules Verne sont les écrivains fondateurs de la science-fiction, mais on ne peut pas dire qu'ils sont aussi fondateurs du steampunk, alors que c'est leur style et leur esthétique, entre autres, que les auteurs fondateurs ont voulu reproduire.
Ça paraît presque paradoxal, mais dire qu'ils sont les créateurs du steampunk serait comme dire que les mythes antiques et les légendes moyenâgeuses sont le moment de naissance de la fantasy. Imaginez par exemple que vous voyagez dans le temps grâce à une machine qui marche par exemple à l'éther. Ah mais ça sert à ça en fait. Et maintenant, observez les vêtements hippies des années 70 depuis votre machine à voyager dans le temps. En voyant une personne avec une chemise fleurie, un pantalon en pâte bef, vous allez pas dire c'est rétro ou c'est vintage, parce que c'est l'époque de ce style. Donc à l'époque, c'est pas vintage ou rétro. Vous pouvez dire ça que depuis aujourd'hui, que lorsqu'une époque s'est réappropriée ce style, l'a mélangé avec d'autres et avec les préoccupations de l'époque liées à ce moment. Par exemple, les couronnes de fleurs avec les Stan Smith à Rock en Seine ou à Coachella. No! God, please, no! No! De la même manière, les mythes antiques et les légendes moyenâgeuses ne sont à l'origine de la fantasy que parce qu'ils ont été appropriés, digérés, transformés, adaptés, trahis parfois et fantasmés par les auteurs plus modernes, comme Tolkien ou Robert Howard. Bien sûr, la fantasy joue à faire comme si ces auteurs n'étaient pas les véritables inventeurs, mais qu'un courant direct remontait jusqu'aux mythes et aux légendes les plus ancestrales. Mais ce serait nier les conditions historiques, sociales et économiques très modernes qui ont forgé les codes classiques et les traits typiques de ce genre. Et ben c'est la même chose pour le steampunk. Il n'a de sens que parce qu'il arrive dans les années 80 et s'inscrit dans un retour en force de l'esthétique des premières grandes fictions populaires et dans un moment spécifique de l'histoire qui donne une forme spécifique à ce retour. Un retour plein de bricolage, de mélange, de créativité, qui explique pourquoi depuis sa création le steampunk est devenu plus qu'un genre littéraire, mais tout un univers créatif, une sous-culture dont se sont emparés des tas de gens autour du monde. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Voilà, c'est fini, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite, pour parler de ce qu'est devenu la culture steampunk aujourd'hui, bien au-delà de ses origines littéraires. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker ce que vous avez aimé, et je vous dis à bientôt. Gif. C'est vrai que ça fait longtemps. Gif.